Le libre arbitre n'existe pas. Résumé des 10 épisodes. Le libre arbitre n'existe pas. Il n'existe pas et il est temps que ça se sache. Et tout simplement parce que les conséquences d'un tel savoir sont telles et tellement précieuses, en particulier pour la situation politique et environnementale actuelle, qu'il faudrait de toute urgence que nous puissions au moins en débattre collectivement. Que cette question ne reste pas dans les mains de quelques philosophes détenteurs des moyens de production des concepts. Je vais donc proposer ici un résumé des 10 épisodes du podcast afin de faciliter la diffusion de ces idées. Et en toute logique, avant de voir les formidables conséquences de la découverte de l'absence de libre arbitre, nous allons voir les arguments qui permettent aujourd'hui d'affirmer cela. Ces arguments sont d'abord logiques et ensuite neuroscientifiques. Dans le premier épisode qui s'intitule « Nous ne vivons que dans le passé », je pars de ce que nous savons de la perception pour avancer les pierres fondatrices de cette réflexion. En effet, si nous pouvons percevoir quelque chose, c'est nécessairement que cette chose préexiste à la perception que nous en avons. Quand notre cerveau, là tout de suite maintenant, perçoit une étoile qui brille, il la voit telle qu'elle brillait il y a quelques années-lumière, puisqu'il faut quelques années-lumière pour que la lumière émise par cette étoile arrive jusqu'à notre rétine. Et de la même manière, quand notre cerveau peut voir quelqu'un là tout de suite maintenant en face de nous, il le voit tel que la personne était il y a au moins quelques millisecondes, puisqu'il faut au moins quelques millisecondes pour que la lumière qui rebondit sur cette personne parvienne jusqu'à nos rétines. Et ensuite, il faut un certain temps pour que l'information qui vient d'arriver jusqu'à notre corps soit transformée en code électrique par les récepteurs sensoriels, par exemple sur la rétine. Puis, il faut un certain temps pour que cette information soit transportée sous forme d'électricité jusqu'à notre cerveau, puis un certain temps pour que l'information soit décodée et intégrée par le cerveau, puis enfin un certain temps pour qu'un phénomène neurologique de prise de conscience survienne et que celui-ci permette de prendre conscience de cette information qui vient de nous parvenir. Et c'est pareil pour ces pensées et donc pour ces décisions que nous avons l'impression de prendre. Il faut nécessairement qu'une pensée préexiste à la perception consciente que nous allons en avoir pour que notre cerveau puisse, de fait, en prendre conscience. Et lorsque c'est le phénomène de prise de conscience lui-même qui aboutit à une prise de décision, alors il faut bien que nous comprenions que personne n'a pu faire exprès de faire en sorte que ce soit cette décision plutôt qu'une autre qui arrive, puisque ça voudrait dire alors qu'on aurait pensé consciemment à la décision qui va arriver dans le futur, avant même de savoir qu'on allait en prendre conscience. Ce qui n'a aucun sens, vous le comprenez bien. Donc, que ce soit une information qui nous parvient depuis l'extérieur de notre corps, ou que ce soit une information qui existe déjà à l'intérieur de notre corps, il faut bien que nous ayons en tête que si nous pouvons, là, tout de suite, maintenant, faire l'expérience consciente que nous sommes en train d'en prendre conscience et de la vivre consciemment, c'est bien que nous vivons là tout de suite maintenant dans le présent, la prise de conscience par notre cerveau d'informations qui existaient déjà dans le passé. Et c'est ce que nous allons voir dans le deuxième épisode du podcast qui s'intitule « Qu'est-ce que la conscience ?». Ce passé que nous vivons dans le présent, ces décisions que nous avons l'impression de prendre dans le présent, datent toujours d'il y a au moins quelques centaines de millisecondes, puisqu'il faut toujours au moins quelques centaines de millisecondes pour que notre cerveau puisse prendre conscience de quelque chose. Alors il reste encore évidemment énormément de choses à découvrir sur le fonctionnement du cerveau. Mais la première chose fondamentale à avoir en tête maintenant, et afin de laisser enfin derrière nous ce dualisme entre corps et esprit, c'est que l'absolue entièreté de ce vécu subjectif que nous faisons, de ce que nous supposons être la réalité, est en lien direct, strict et direct avec l'activité physique de notre organisme biologique et en particulier de notre cerveau. Il n'existe aucune pensée qui puisse planer là quelque part en dehors de notre matière. Pour le dire d'une première manière,
il n'existe pas d'être humain qui soit capable de pensée, de conscience ou d'intériorité qui ne soit pas doté de cerveau. Et pour le dire autrement encore, l'ensemble des troubles neurologiques et psychiatriques qui existent sur la Terre nous permettent de nous rendre compte à quel point l'activité de l'ensemble des réseaux neuronaux et des systèmes cognitifs qui se logent dans notre cerveau, en lien permanent avec l'ensemble de notre organisme, est à l'origine de l'ensemble de ces vécus subjectifs qui nous arrivent dans ces vies d'humains que nous vivons. Il reste donc encore tant de choses à découvrir, mais nous savons aussi beaucoup de choses. Et par exemple, cela fait maintenant 20 ans, et donc il serait temps que ça se sache, que nous savons tranquillement, paisiblement, sereinement, que ce que les humains appellent la conscience n'est seulement et strictement qu'un phénomène neurologique parmi tant d'autres, qui ne survient seulement que de temps à autre, un phénomène qui est donc discret, dans le sens mathématique, c'est-à-dire l'inverse de continu, et qui consiste en un partage d'une seule et même information qui existait jusqu'alors au sein d'un des modules cognitifs qui existent dans notre cerveau, à l'ensemble du cortex cérébral, de manière diffuse, synchrone et stable dans le temps. Stable à l'échelle des neurones, c'est-à-dire plusieurs centaines de millisecondes. S'il reste encore évidemment tant de choses à comprendre sur la manière avec laquelle notre cerveau sélectionne cette information puis la partage, s'il existe plusieurs grandes théories sur le type d'informations qui peuvent être partagées ou non, et notamment sur le fait que ces informations conscientisables soient des informations déjà intégrées entre plusieurs modules cognitifs, ou bien au contraire que ce soit précisément le partage de cette information à l'ensemble du cortex qui aboutisse à son intégration intermodulaire. Si donc il reste encore, bien évidemment, tant de choses à apprendre et à découvrir, cela fait tout de même 20 ans maintenant que les travaux de Lionel Nakache, Stanislas Dehaene et Jean-Pierre Changeux ont permis de savoir que ce que nous appelons conscience correspond à un phénomène neurologique donné, circonscrit dans le temps et dans l'espace, et qui n'arrive seulement que de temps à autre, grâce à une architecture donnée et pour des raisons données. Ces chercheurs français qui ont donc proposé une théorie qui s'appelle l'espace de travail neuronal global ont aussi montré que le délai nécessaire pour que notre cerveau puisse prendre conscience d'une information était de, je cite, 200 millisecondes, 300 millisecondes et même plus. Lorsque nous faisons donc l'expérience sensible du fait que nous sommes en train de penser à quelque chose, il faut donc bien comprendre que cela correspond à ce moment où notre cortex cérébral est en train de partager une information, là tout de suite maintenant dans le présent, mais une information qui existait déjà dans notre cerveau depuis au moins 200 millisecondes, 300 millisecondes et même plus. Ce n'est donc pas la prise de conscience qui invente des pensées ex nihilo, mais c'est au contraire le fait que notre cerveau prenne conscience d'une pensée qui fait que nous pouvons nous rendre compte que nous pensons cette pensée et que nous pouvons faire l'expérience illusoire que oui, c'est bien là, moi, je, qui suis en train de faire exprès de penser ce que je pense. Et illusoire pourquoi ? Eh bien tout simplement parce que ce que nous appelons notre conscience ne peut par définition qu'ignorer les causes mêmes inconscientes de cette prise de conscience et le fait que cette pensée existait déjà dans le passé. Il est vrai par contre que la prise de conscience elle-même aboutit à une modification de l'information et par exemple une modification de la pensée ou de la décision qui existait dans le passé. On pourrait donc dire que c'est à cet endroit-là que se loge le libre arbitre et donc cet arbitre supposément libre qui pourrait librement décider de changer le cours des choses et par exemple de modifier une décision qui allait être prise. Alors oui, c'est précisément l'utilité de ce phénomène neurologique. Entraîner une exponentialisation des capacités de calcul dévolues à une problématique pour pouvoir la résoudre, et le plus souvent pour pouvoir dégager de l'évidence qui manquait jusqu'alors au niveau du système cérébral pour savoir quoi faire devant la situation. Mais par définition, aucun cerveau, donc aucune personne, n'est capable de décider librement de penser à une chose plutôt qu'à une autre, pour pouvoir décider librement de modifier une décision d'une manière plutôt que d'une autre. Sinon, cela voudrait dire non seulement que le cerveau saurait déjà l'effet que la prise de conscience va produire dans le futur, ce qui annulerait toute utilité à toute prise de conscience, mais surtout cela voudrait dire que le cerveau serait capable de prendre conscience de causes qui sont à l'origine des prises de conscience elles-mêmes et de leurs conséquences.
ce qui est par définition impossible, puisque par définition, avant que la prise de conscience ne survienne, notre cerveau n'est pas en train de prendre conscience de ces éléments. Se pose alors une question fondamentale. Si ce n'est pas je qui fait exprès de décider librement de faire une chose plutôt qu'une autre, si ça n'est même pas ce qu'on appelle ma conscience qui peut décider librement de faire cela, alors qu'est-ce que c'est que cette chose qu'on appelle je ? Qui est je ? De quoi je est-il le nom ? Et c'est ce que nous allons voir dans le 3e épisode de ce podcast. Pour le moment, les humains utilisent le mot « je » pour désigner cet organisme que nous nous percevons être, mais aussi et surtout pour désigner cet agent qui se sent libre là de pouvoir initier et effectuer ou non les actions qu'il se perçoit effectuer. Et cette composante de l'expérience subjective, on dit de l'expérience phénoménale au sens du phénomène, qui s'appelle l'agentivité, c'est-à-dire se sentir l'agent décideur et effecteur des actions que je me sens produire, c'est une composante absolument fondamentale de l'expérience subjective que nous faisons de nos vies d'êtres humains. Découvrir que cette liberté n'est qu'une illusion, découvrir que l'agentivité n'est qu'une illusion, découvrir que je n'est en fait pas capable de faire exprès de faire ce qu'il fait, c'est absolument déroutant. Mais si cela peut paraître d'abord assez anxiogène, il faut aussi tout de suite nous rendre compte à quel point ces découvertes nous intiment une dose d'humilité absolument fantastique par rapport à ce que nous pensions être la réalité, et une humilité que nous découvrirons par la suite, qui est absolument salutaire. Rendons-nous compte tout de suite que, au même titre que lorsque nous ouvrons les yeux, nous voyons autour de nous que la Terre est plate, et lorsque nous regardons dans le ciel, nous voyons que le Soleil tourne autour de la Terre, eh bien nous ne pouvons, en dehors de certains troubles neurologiques et psychiatriques, pas faire autrement que d'avoir le vécu, l'intuition, que c'est nous, là, je, qui sommes en train de faire exprès de décider librement de nos propres décisions. Mais de la même façon que la science nous a permis de savoir que la Terre est ronde et que c'est en fait la Terre qui tourne autour du Soleil, et au même titre qu'il aura donc fallu un certain temps pour que l'humanité fasse ses découvertes, puis un certain temps encore pour qu'il y ait une masse critique d'êtres humains qui deviennent eux-mêmes les supports cognitifs de ces nouvelles données, et qu'on ne se pose même plus la question de la véracité de telles données, sauf dans quelques recoins cognitifs paranoïaques, il faut nous rendre compte que, de la même façon, la culture s'emparera un jour de cette question du libre arbitre et nous fera vivre collectivement l'expérience de ce que c'est qu'une vie d'être humain départie de quelque croyance que ce soit, en quelque libre arbitre que ce soit, nous fera vivre l'expérience culturelle de croire collectivement en un récit non pas libre arbitriste, mais déterministe, c'est-à-dire au sens où toute chose est conséquence d'autre chose. Il n'existe rien ni personne qui soit capable de s'extraire des chaînes de cause-conséquences. Et petite précision ici, ceci ne voulant surtout pas dire que les choses deviendraient prédictibles. Pour des raisons de lois physiques comme le chaos, des lois physiques de physique quantique ou par exemple le principe d'incertitude d'Heisenberg, il est impossible de pouvoir prédire l'avenir, c'est-à-dire impossible de pouvoir avoir un supercalculateur qui pourrait calculer toutes les données physiques de l'univers, puisqu'il faudrait également, par exemple, que ce supercalculateur soit capable de prendre en compte ce qu'il modifie dans les données universelles à mesure qu'il calcule. Donc il faudrait qu'il soit capable de calculer ce qu'il modifie dans l'univers à mesure qu'il calcule ce qu'il calcule de modification de l'univers. Ce qui donc, pour l'instant, paraît totalement absurde. Nous avons donc vu jusqu'ici les arguments logiques qui permettent de savoir que le libre arbitre n'existe pas. Et dans le 4e épisode du podcast, nous allons voir maintenant les preuves neuroscientifiques de cela. Le champ de ces expériences a été ouvert dans les années 1980 par le neuroscientifique états-unien Benjamin Libet et a été ensuite poursuivi par de nombreux autres chercheuses et chercheurs qui ont publié de nombreuses autres études à ce sujet. Lorsque vous mettez un électroencéphalogramme sur la tête de quelqu'un et que vous lui demandez par exemple d'appuyer sur un bouton qui est sous sa main gauche ou d'un bouton qui est sous sa main droite, et que vous lui demandez de retenir le moment où il a eu l'impression que ça y est, il a pris la décision qu'il va faire exprès d'appuyer sur le bouton qui est sous sa main gauche plutôt que sous sa main droite, vous vous rendez compte, mais à nouveau bien évidemment, que l'activité cérébrale qui aboutit à cette prise de décision survient, bien évidemment, avant que le cerveau n'en prenne conscience.
avant que le sujet puisse avoir la perception consciente de la prise de décision. Et en fonction des moyens et des protocoles qui ont été utilisés dans ces études, c'est-à-dire par exemple des électroencéphalogrammes ou des IRM, ou bien la mesure directe de l'activité électrique des neurones directement dans le cortex cérébral grâce à l'implantation d'électrodes dans le cortex, eh bien ces chercheurs ont montré que le Bereitschaft potential ou potentiel de préparation, qui a ensuite été plutôt interprété comme une activité neuronale stochastique, c'est-à-dire liée au hasard, c'est-à-dire aux facteurs que nous ne connaissons pas pour le moment, mais que nous réussissons à modéliser sous forme mathématique de probabilité, pouvait dater de, je cite, quelques centaines de millisecondes pour certaines études et, je cite, jusqu'à 11 secondes pour d'autres. Donc quand vous avez l'impression, là, tout de suite, que vous êtes en train de décider librement de prendre une décision plutôt qu'une autre, il faut avoir en tête qu'en fait, cette décision, votre cerveau l'a déjà prise dans le passé et que ce passé date de, je cite, au moins quelques centaines de millisecondes et jusqu'à 11 secondes. Ce qui est quelque peu troublant, n'est-ce pas? Dans l'épisode 5, la question est donc, mais si ce n'est pas je qui fais exprès de décider, comment notre cerveau fait-il pour prendre des décisions? Dans cet épisode, j'expose les grands déterminants physiques que nous connaissons pour le moment et qui peuvent permettre d'imaginer les raisons pour lesquelles un courant électrique qui court le long de neurones va pouvoir bifurquer dans une voie neuronale plutôt que dans une autre, donc dans une direction plutôt que dans une autre, et ce qui entraînera certaines conséquences émotionnelles, psychologiques, comportementales plutôt que d'autres. Et c'est là que nous pouvons redécouvrir enfin une compréhension du monde enfin départie de toute idée d'agentivité autre qu'illusoire, puisque, par exemple, nous pouvons ainsi comprendre que ce que nous vivons consciemment comme étant des réflexions ou des pensées ou des décisions ne correspondent en fait, et à nouveau tranquillement, sereinement, qu'à des activités électriques dans certains réseaux de notre cerveau plutôt que dans d'autres, et à des activités électriques qui n'auront tout simplement que pris certaines directions plutôt que d'autres, en raison des conditions locales physiques que les influx nerveux auront rencontrées. Pour comprendre comment de l'eau peut couler dans une direction plutôt que dans une autre, il nous faut comprendre et prendre en compte la gravité, le taux d'infiltration dans le sol, la température, la pression, l'activité stochastique des molécules d'eau, ou encore les spécificités physiques des obstacles rencontrés par l'eau. Et pour comprendre comment un courant électrique peut prendre à gauche plutôt qu'à droite, il nous faut prendre en compte et comprendre, par exemple, comment fonctionne le nombre et la quantité des connexions dans une voie neuronale plutôt que dans une autre, la préexcitabilité ou au contraire la période réfractaire de certaines voies neuronales plutôt que d'autres. Et c'est intéressant là aussi de gagner en distance par rapport à nos représentations phénoménales subjectives conscientes, puisque ces connexions privilégiées entre certaines voies neuronales plutôt que d'autres, et qui font que les influx nerveux prendront toujours, ou la plupart du temps, la même direction aux mêmes embranchements, correspondent par exemple à ce que nous, les humains, nous interprétons consciemment, culturellement, comme étant des habitudes. Et au contraire, quand des voies neuronales nouvelles se créent, eh bien, c'est ce que nous appelons culturellement des apprentissages. Alors que dans un cas comme dans un autre, il ne s'agit ici que d'organisation de matière et d'agitation de matière, départie de toute intentionnalité intrinsèque. Dans ce 5e épisode, je parle également des grandes structures cérébrales indispensables à la survie des animaux que nous sommes, comme le circuit de la récompense, qui est une structure absolument essentielle qui permet à nos organismes de ne pas rester hébétés au milieu des milliards d'informations qui nous parviennent à chaque instant, et qui nous permet d'avoir un goût à l'intérieur de nos corps, un goût de l'extérieur, un goût de la réalité extérieure, et par exemple positif et attirant, ou négatif et repoussant, ces valences que les humains appellent des émotions, étant utiles pour guider les réactions comportementales de nos organismes face aux situations qu'ils rencontrent, avec par exemple la recherche de contact, ou au contraire le fight, c'est-à-dire le combat, le freeze, c'est-à-dire l'immobilité, la paralysie, ou le flight, c'est-à-dire la fuite. Comme autre circuit fondamental, il y a évidemment par exemple la mémoire également, puisque notre cerveau passe son temps à comparer les informations qui lui parviennent à la mémoire et aux informations qui ont été intégrées dans le passé. Sinon, il serait obligé en permanence
de réfléchir à cette nouvelle situation qui arrive, et chaque situation serait nouvelle, on serait épuisé, noyé sous des tonnes d'informations avec des cerveaux en fait de nouveau-nés en permanence. Voilà. Donc avant de passer aux conséquences, il m'a paru aussi intéressant dans l'épisode 6 de tenter de comprendre les raisons pour lesquelles, malgré tous ces arguments logiques, malgré toutes ces études neuroscientifiques, les humains modernes et contemporains, continuent encore et encore à croire en l'existence d'un libre arbitre humain. Il me paraît en effet tout aussi important de déconstruire les croyances que de comprendre les raisons pour lesquelles les humains croient en ce en quoi ils croient, à la fois parce que ça permet d'expliciter toujours mieux les déterminants de notre culture contemporaine, mais aussi, et ici peut-être surtout, parce que c'est ce qui permet précisément de dépasser ces croyances et ces paradigmes culturels. À partir de l'épisode 7, donc, je traite des fantastiques conséquences que la découverte de l'inexistence du libre arbitre pourrait avoir sur notre culture humaine, et je commence par la révolution de la culture judiciaire que ce changement de croyance pourrait entraîner. Car en effet, dans la culture contemporaine des humains, culture qui est fondamentalement basée sur et organisée par cette croyance en une liberté que les humains auraient à pouvoir agir tel qu'ils le font plutôt qu'autrement, il y a de fait la croyance que, pour qu'une personne puisse être punie et aller en prison, il faut qu'elle soit reconnue comme responsable de ses actes, et pour qu'elle soit reconnue responsable de ses actes, il faut qu'elle soit reconnue comme ayant pu jouir non seulement d'une capacité de discernement, mais également d'un libre arbitre, donc d'une liberté supposée de pouvoir avoir agi tel qu'elle l'a fait plutôt qu'autrement. En toute logique donc pour les libres arbitristes, si les humains découvraient que le libre arbitre n'existait pas, alors ce serait le chaos puisque plus personne ne pourrait être considéré comme responsable, et plus personne ne pourrait être considéré comme responsable, ça voudrait dire donc que plus personne ne pourrait être condamné par la justice, donc plus personne ne serait puni d'amende, plus personne ne pourrait aller en prison, donc plus personne n'aurait peur de la punition et d'aller en prison, donc tout le monde se mettrait à faire n'importe quoi et ce serait le chaos. J'explique donc dans cet épisode pourquoi ce raisonnement relève tout juste du n'importe quoi, ou si ce n'est pas du n'importe quoi, en tout cas au moins tout simplement de l'expression pure et simple, non pas d'un raisonnement critique construit, mais tout simplement de la croyance contemporaine. C'est comme si on disait « faites gaffe, n'allez pas derrière l'horizon, ne dépassez pas l'horizon, vous risqueriez de tomber, parce que la Terre est plate ». Mince alors, si les gens découvraient que la Terre est ronde, alors ils se mettraient à vouloir aller derrière l'horizon et ils tomberaient. Ça n'a pas de sens. On pourrait même aller plus loin et dire ceci. Puisque le libre arbitre n'existe pas, mais que nous pouvons voir que les sociétés fonctionnent, c'est bien la preuve même que les concepts de responsabilité et de libre arbitre n'ont pas de rapport par nature, et non de rapport imaginaire que seulement et précisément dans les cultures qui croient qu'ils en ont un. Si on découvre que le libre arbitre n'existe pas, certes, c'est la responsabilité morale qui disparaît, la responsabilité morale au sens de l'idée que certaines choses seraient bien en soi et que d'autres seraient mal en soi, ce qui n'existe pas en dehors de notre perception subjective. Mais la responsabilité sociale, elle, la responsabilité sociale au sens où, pris dans la subjectivité d'autrui, c'est bien moi et personne d'autre là qui a commis ce que mon organisme a commis, alors non, et bien évidemment non. Cette responsabilité sociale, elle ne disparaît pas, et donc le concept même de responsabilité ne disparaît pas avec la disparition du libre arbitre. Personne ne fait exprès de décider librement de faire quelque chose plutôt qu'une autre. Ce n'est donc pas de la faute de la personne si elle a fait ce qu'elle a fait, et le concept même de culpabilité devient abscon, mais cela n'empêche en rien que c'est bien cet organisme et personne d'autre, donc cette personne morale et personne d'autre, prise dans l'intersubjectivité consubstantielle à la vie en société, qui est responsable de ce qu'elle a commis et qui doit donc répondre de ses actes aux yeux de ses congénères et donc de la justice culturelle humaine. Donc bien évidemment que toute personne qui enfreint les lois de la communauté au sein de laquelle elle s'inscrit doit répondre de ses actes, mais à la différence de la société contemporaine qui perd un temps et une énergie formidable à imaginer quelle punition pourrait apaiser suffisamment la société et quelle punition pourrait réussir à toucher suffisamment comme l'âme de la personne pour réussir, comme par magie, à modifier son comportement à l'avenir.
Dans un système départi de toute croyance libre-arbitriste, on pourrait imaginer que la société se concentre bien plus sur l'explicitation la plus rigoureuse et scientifique possible des déterminants qui sont à l'origine des actes antisociaux, pour pouvoir se doter d'un arsenal de sanctions pénales dont l'efficacité ne serait plus alors jugée que seulement et strictement à l'aune de sa simple et stricte efficacité pour protéger les victimes, protéger la société et éviter la récidive. Et encore, cette efficacité restant à prouver scientifiquement. Ainsi, on pourrait par exemple se rendre compte à quel point il est d'une absurdité sans borne de mettre des gens qui souffrent de troubles neuropsychiatriques en prison plutôt que dans des unités hospitalières sécurisées, ou de même de mettre des gens pauvres qui font des actes illégaux avant tout par nécessité ou par habitus social, dans des cellules de 11 mètres carrés avec des gens éminemment violents, à n'avoir rien à faire de la journée, ni formation, ni travail, ni assistance sociale, et à imaginer qu'ils pourraient, comme par magie, changer dans un bon sens, plutôt que de devenir encore plus pauvres et encore plus violents qu'avant. Ainsi, on pourrait peut-être alors, et par exemple, prendre enfin la mesure de l'incommensurable poids de la pauvreté dans la détermination des comportements antisociaux, et donc on pourrait peut-être commencer par prendre la décision, non plus au nom de quelque loyauté que ce soit envers quelque idéologie préconçue que ce soit, mais au nom simplement de la simple et stricte conséquence, c'est-à-dire au nom même de notre prétendue réelle volonté de voir ces comportements disparaître, on pourrait commencer par prendre la seule mesure qui soit scientifiquement aussi logique qu'implacable, c'est-à-dire abolir la pauvreté, ce que nos richissimes sociétés occidentales sont tout à fait en mesure de faire. Mais continuons. Si vous changez les croyances fondamentales d'un groupe d'individus, vous changez leur manière de comprendre les vies qui leur arrivent, donc leur manière de vivre ces vies qui leur arrivent, donc leur manière de se comporter, donc leur manière d'interagir les uns avec les autres, donc leur manière de s'organiser collectivement, donc leur culture autant que leur politique, c'est-à-dire leur manière de s'organiser en tant que communauté. Dans le 8e épisode qui s'intitule « Une révolution politique », j'expose donc les changements qui me sembleraient pouvoir advenir dans une société humaine qui changerait de croyances fondamentales et qui changerait d'un référentiel libre-arbitriste pour un référentiel déterministe. Pour le moment, notre système sociétal contemporain, moderne et contemporain, est une culture, en l'occurrence capitaliste, dite capitaliste, qui est fondamentalement basée sur, car structurée par, l'idée que si tu veux, tu peux, et que chacun est libre de faire bon usage de son libre arbitre pour pouvoir. Pourtant, personne n'a jamais décidé un jour que ce serait mieux que notre société fonctionne comme ça qu'autrement, et qu'on arrête d'avoir un système tribal par exemple, ou aristocratique et royaliste, et qu'on passe à une société bourgeoise et capitaliste. Personne n'a librement jamais décidé que ce serait mieux que notre société valorise le profit et la performance individuelle, quitte à ce que ça se fasse par l'exploitation, l'écrasement et la nuisance aux autres, quitte à ce que les autres non-humains soient relégués au rang de simples choses, l'inerte n'ayant même plus sa place sur l'échelle de la dignité. Personne, aucun humain n'a jamais décidé librement de cela. Cette manière d'interagir avec les choses et les gens qui caractérise les modernes, et a fortiori les Occidentaux qui ont exporté leur modèle culturel dans le monde entier, notamment par le biais des régimes coloniaux et des guerres impérialistes qui ont mortifié l'humanité aux quatre coins du globe. Cette manière d'interagir avec les choses et les gens est la conséquence, non pas de décisions libres, mais bien des représentations que ces humains ont des choses et des gens. Si vous croyez au plus profond de vous-même, depuis que vous êtes enfant, parce que vous êtes né dans une culture où tout le monde partage ses croyances, que tout ce qui est autour de vous, toutes les entités qui vous entourent, qu'elles soient vivantes ou non, sont des êtres à part entière, dotés d'un esprit, d'une intériorité, d'une sensibilité et d'une légitimité en soi à être soi, ce que les humains appellent la dignité, alors votre manière d'interagir avec elles sera fondamentalement basée sur des notions de respect, d'échange, d'interdépendance et de mutualité. C'est par exemple des cultures comme les cultures amérindiennes, par exemple, des peuples autochtones du continent américain.
Si au contraire vous pensez que seuls les humains sont dotés de conscience, d'émotion, d'intériorité, et mieux encore, que seuls les humains sont capables de liberté, d'agir librement tels qu'ils le font, les autres entités n'étant alors que des vagues pantins se meuvant du fait de leurs bas instincts, quand nous, les humains, nous serions les chefs-d'œuvre d'une création divine unique qui nous aurait créés à son image, alors bien évidemment que votre manière d'interagir avec elle, elle sera fondamentalement basée sur un rapport de domination, voire, comme c'est le cas, de réduction en esclavage, en élevage, en exploitation, en pollution, en destruction, en extermination. Si à cela vous associez la croyance donc que chaque humain est doté d'une capacité à pouvoir agir librement tel qu'il le fait, et si donc il est vrai que pour chaque individu, si tu veux, tu peux, et que libre à toi de vouloir pour pouvoir, et que si tu n'es pas ce que tu voulais être, c'est que tu n'as pas pris la bonne décision et qu'il suffirait de faire les bons choix pour devenir ce que tu voudrais être, la fameuse meilleure version de toi-même, alors il est évident que la société qui découle de cette croyance fondamentale est une société qui s'organise politiquement autour du respect, non pas de principes d'interdépendance, etc., mais autour du respect, du mérite qu'ont certaines personnes à pouvoir être en situation de domination, donc du mérite qu'ils ont à pouvoir jouir des privilèges que leur octroient ces positions de domination, et que ces dominations se jouent entre sexe, genre, race, classe, âge ou espèces différentes. Si tu veux, tu peux. Il ne tient qu'à toi de faire bon usage de ton libre arbitre pour faire les bons choix. Si moi j'ai pu réussir dans la vie, il ne tient qu'à toi de faire pareil. Et donc les personnes en situation de domination méritent leurs privilèges, et nos lois et nos constitutions doivent donc garantir qu'ils puissent jouir de leurs privilèges puisqu'ils le méritent. Car libre à toi aussi de faire les bons choix et les bons efforts pour pouvoir toi aussi dominer. Libre à toi de trouver du travail si tu es au chômage, libre à toi d'être riche si tu es pauvre, libre à toi de t'en sortir, la preuve tout le monde peut réussir, et ce jusqu'à la dernière évolution du capitalisme qui, après être passé par une société de consommation où était le plus heureux celui qui accumulait le plus de biens matériels, puis une société du loisir où est le plus heureux celui qui accumule le plus d'expériences de loisirs, d'expériences culturelles, de voyages, etc. On est maintenant passé au stade d'une culture, d'une société du bonheur avec cette nouvelle doctrine, car ce dernier champ de la vie qui restait à marchandiser et à ouvrir au champ de la concurrence, et de la concurrence de tous envers tous et de tous envers soi-même, qui est la santé, et donc libre à toi d'être beau, intelligent et heureux, puisque si tu ne l'es pas, il ne tient qu'à toi de faire les bons efforts pour aller voir le bon coach, le bon psy ou le bon chirurgien esthétique pour être heureux. Dans ce 8e épisode, j'affirme donc que ne plus reconnaître à qui ni quoi que ce soit quelque liberté d'avoir eu la vie qu'il a eue que ce soit, entraînerait l'effondrement de toute idée de mérite et donc toute justification morale à quelque système sociétal que ce soit qui puisse ne serait-ce que tenter d'entretenir politiquement ces rapports de domination dans le temps. Puisque ces rapports de domination ne se méritent pas, puisque cette notion est absurde. Et donc j'affirme ici qu'avec la disparition de cette croyance en un libre arbitre, c'est bien le socle même de notre culture contemporaine capitaliste qui s'effondre. Et donc je fais l'hypothèse ici, qui resterait bien évidemment à explorer en histoire, en anthropologie, en sciences sociales, mais aussi par exemple par la fiction et la science-fiction, que l'expression sociétale d'une ontologie, ou au sens de Philippe Descola, une cosmologie déterministe, pourrait enfin nous offrir ce fameux nouveau récit qui nous manque tant, car avec ce nouveau récit, la possibilité de découvrir une organisation sociétale radicalement différente, basée non pas parce que c'est bien en soi, mais parce que c'est logique à partir de logique et de science, basée sur des principes de base d'entraide, de mutualisme et d'interdépendance entre toutes les entités qui ont cours dans cet univers, et qu'elles soient humaines ou non, et qu'elles soient considérées comme vivantes ou non. On l'a vu avant, le changement de nos croyances les plus fondamentales entraîne un changement de notre rapport à ce qui nous entoure, et donc un changement aux entités qui nous environnent. Donc l'épisode numéro 9 s'intitule « Une révolution écologiste ». Puisqu'avec la disparition du libre arbitre, c'est pas seulement notre manière d'interagir entre nous qui sera radicalement transformée,
mais aussi notre manière d'interagir avec l'ensemble des entités non humaines qui peuplent notre écosystème planétaire. Avec la disparition de cette croyance en une liberté supposée, donc d'une dignité, d'une légitimité que les humains seuls auraient et dont seraient seuls dotés, c'est l'ensemble de nos rapports de domination, d'exploitation, de destruction, de pollution que nous, a fortiori occidentaux, entretenons avec toutes les entités non humaines qui nous entourent, et qui a abouti à la pire catastrophe écosystémique depuis l'extinction des dinosaures il y a 66 millions d'années, qui disparaît. Dans le monde moderne et contemporain, les humains attribuent une valeur aux entités qui les entourent en fonction des capacités cognitives humaines qu'ils leur supposent. Plus une entité nous ressemble, plus nous la supposons capable d'intelligence, de conscience, d'empathie, d'émotion, d'humour, mais aussi et surtout de liberté, plus nous lui associons de la valeur, une dignité, et donc un droit à ne pas être détruit comme bon nous semble. En cohérence avec cette organisation morale, les humains s'autorisent donc à exploiter, détruire, tuer, exterminer, réduire en élevage et à l'état de simple source de jouissance et de profit, toutes les entités de ce monde à qui ils n'attribuent pas ces qualités. Et pour faire simple, les humains adorent leurs animaux et leurs végétaux de compagnie, et ils exploitent, tuent et polluent et exterminent tout le reste. Pourtant, comme nous le verrons dans ce 9e épisode, l'être humain est loin d'être le seul animal capable d'intériorité, d'émotion, de capacité morale, d'empathie, d'intelligence, d'humour et de conscience, et surtout d'abord et avant tout, il n'est lui aussi pas non plus capable de liberté, pas plus que n'importe quelle autre entité de ce monde. Découvrir que nous, humains, ne sommes, comme toutes les entités de ce monde, que de simples et stricts agencements particuliers, dont la forme et l'activité ne sont que les simples et strictes conséquences des événements universels qui se sont déroulés jusqu'alors, intime au plus profond de chacun d'entre nous, un nouveau rapport à soi, autant qu'un nouveau rapport à toutes les entités qui nous entourent, et que celles-ci soient animales, insectes, bactéries, végétales, pierres qui roulent ou eau qui coule. Un rapport radicalement plus horizontal, humble et respectueux, un rapport fondamentalement basé sur des principes d'interdépendance et de réciprocité, avec toutes les entités qui nous entourent et qui nous font, car nous constituent aussi physiquement, et que celles-ci soient considérées comme vivantes ou non. Un nouveau rapport qui découle de la conviction profonde que nous, humains, ne sommes faits d'aucune autre nature que toutes les entités de ce monde, que nous n'avons pas plus de particularités que tous les autres êtres particuliers de ce monde, que la distinction entre vivant et non-vivant, tout autant que la distinction entre nature et culture que les Occidentaux ont érigée, est à dépasser, une conviction intime que toutes et tous, entités considérées comme vivantes ou non, nous sommes fondamentalement liées, interdépendantes, légitimes à être puisque, de fait, existantes, donc dignes de respect. Nous le verrons, il ne s'agit plus ici de produire le énième discours politique qui tentera de convaincre que détruire la planète ou tuer les animaux c'est mal, donc votez pour moi. Force est de constater que les partis et mouvements qui ont tenté de convaincre de cela, tout en conservant l'ontologie libre-arbitrice du monde contemporain, y échouent tous les jours. Il s'agit ici tout simplement de découvrir ensemble, un jour prochain, et de toute urgence serait le plus raisonnable vu la catastrophe en cours, le nouveau rapport au réel qui découlerait de manière tout à fait processuelle de cette révolution de paradigme. Enfin, dans le 10e et dernier épisode du podcast, j'aborde les formidables effets d'apaisement personnel, car d'apaisement existentiel, que peut avoir la disparition de la croyance libre-arbitriste. Car si je ne fais pas exprès d'être ce que je suis, je découvre alors combien la vie n'est pas une entreprise de course-poursuite à la réussite, combien même ce concept est totalement absurde, puisque par définition je ne pourrais même jamais faire autrement que d'être et de devenir ce que je suis et deviens, et ceci que je le veuille ou non. En lieu et place de ces vies qu'il s'agirait de réussir, mues par une compétition permanente avec autrui autant qu'avec nous-mêmes, aux antipodes de ce développement personnel qui n'est que la déclinaison la plus récente de la culture capitaliste performative et libre-arbitriste, il pourrait donc enfin n'être plus question que de ralentir et faire la paix. Trouver l'apaisement. Faire la paix avec l'absurdité fondamentale de nos existences, faire la paix avec l'inaliénable déroulement processuel des événements qui ne peuvent faire autrement qu'avoir cours dans cet univers, être apaisé avec le fait qu'il se passera bien ce qui se passera et que nos jeux, le veuillent ou non,
et pour des raisons qui ne peuvent par définition que nous échapper. Vivant dans une culture enfin libérée de toute croyance libre-arbitriste, ce sera bien enfin l'idée également la plus profonde de tolérance que nous pourrions découvrir, car de tolérance envers soi autant qu'envers les autres, et non plus cette tolérance inconséquente qu'on brandit pour comme se faire croire qu'on serait plus capable de ne pas juger que les autres. Aucun cerveau n'est capable de ne pas juger, n'est capable de faire ça. Mais bien ce principe de tolérance basé sur une connaissance rationnelle du réel et qui veut que personne ni quoi que ce soit ne sache faire plus exprès d'être ce qu'il est que moi. Une tolérance qui, là non plus, ne se décréterait pas au nom du fait que ce serait bien en soi, mais une tolérance qui découlerait de la connaissance radicale de la réalité physique de ce monde. Si quelque chose est, c'est qu'il y a des raisons, des causes, des déterminants qui ont fait que cette chose est, et qu'elle est telle qu'elle est plutôt qu'autrement. Et plutôt donc que d'écouter nos réactions émotionnelles qui pour le moment ne nous intiment que de détruire ces choses qui sont différentes de nous, il pourrait nous appartenir, enfin, collectivement, la responsabilité de pouvoir expliciter ces déterminants. Et puis, j'aimerais terminer par une précision qui fera l'objet d'un épisode à part, car quand je dis ici que la découverte de la non-existence du libre arbitre amènerait la paix avec ce que l'on est et le fait que les choses se passent telles qu'elles se passent, pour des raisons qui ne peuvent que nous dépasser, on pourrait entendre comme s'il y avait une acceptation fataliste du déroulement des choses, qui pourrait se faire comme sans nous, malgré nous. Or, c'est évidemment pas ce que je dis ici, puisque nous, les humains, là, moi, quand je vous parle, vous, là, qui voyez l'activité de votre cerveau modifiée par les mots que vous entendez, nous sommes nous-mêmes là l'expression vivante de ce processus universel irrémédiablement en cours. Nous sommes donc pleinement partie prenante de ces événements qui se déroulent. D'ailleurs, même avant d'apprendre que l'agentivité est une illusion et que le libre arbitre n'existait pas, vous comme moi, nous étions bien en train de vivre, d'agir, de réfléchir, de travailler, d'apprendre, d'échanger, de militer. Eh bien, c'est tout bonnement la même chose qui se passera demain, après avoir appris que le libre arbitre n'existe pas. La seule différence est que, modifiant radicalement les représentations et croyances qui sont supportées par l'activité de nos cerveaux, ce sont en conséquence nos cognitions, nos émotions, donc nos désirs, donc notre morale, donc nos comportements, donc nos interactions entre humains et avec les entités qui nous entourent, donc la politique, car la culture et la société dans son ensemble qui seront modifiées. Et quand ce sont des représentations aussi fondamentales qui sont modifiées, quand ce sont des changements aussi radicaux qui s'opèrent, il est fort à parier que les changements que ces nouvelles pensées et ces nouveaux savoirs pourraient entraîner seraient d'une ampleur rien de moins que révolutionnaire. Et une révolution ou une rupture de paradigme qui serait absolument souhaitable si l'on en croit les magnifiques conséquences qu'on a évoquées ici. Le libre arbitre n'existe pas, et c'est sans doute la meilleure chose qui pouvait nous arriver.